Et que fait la reine, Bérénice? La reine, en ce moment, sensible à vos bontés, charge le ciel de vœux pour vos prospérités. Elle le sortait, Seigneur. Trop aimable princesse, hélas. En sa faveur, d'où naît cette tristesse? L'Orient presque entier va fléchir sous sa loi. Vous la plaignez? Paulin, qu'on vous laisse avec moi. Voici le temps enfin qu'il faut que je m'explique. Bonjour Clara, Salut, comment tu vas? ça va. Est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres? Moi, je lis des romans d'aventure. Mes parents me retiennent parce que sinon, je dévore les livres. Qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre marquante à ce moment-là? Il y a eu Rimbaud. Tu es venu aujourd'hui pour nous parler de Bérénice, de Racine. Est-ce que tu peux, très rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, nous faire un petit résumé de la pièce? Avec tes mots à toi, il n'y a pas besoin d'être un truc très canonique, juste qu'on sache l'histoire un peu. Oui, alors c'est très simple. C'est l'histoire la plus simple du monde. Bérénice est une reine d'Orient. Titus est le fils de Vespasien, qui est empereur de Rome. Titus et Bérénice sont très amoureux. Vespasien décède, et donc Titus devient empereur de Rome. Problème, qui va être un obstacle majeur pour la suite de l'histoire. La loi de Rome interdit aux reines étrangères de devenir impératrices. Et donc va se mettre en place un obstacle réel à l'union de Titus et Bérénice. Donc c'est la politique face à l'amour en somme. Oui, je crois que la première chose qui saute aux yeux, c'est la question du devoir face au cœur, la raison et le cœur, qui semble être une analyse assez simple et aussi très riche en soi. Alors à quel âge et comment tu as découvert cette œuvre-là, cette pièce? J'ai découvert Racine et Bérénice et toutes les autres pièces, je pense au collège, au lycée, parce qu'on a la chance de pouvoir les analyser. On les a, c'est des œuvres canoniques qu'on entend souvent, qu'on analyse, qu'on étudie, tout ça. Moi, le premier souvenir que j'en ai, c'est connaissant déjà l'œuvre, donc je m'en souviens pas, mais je la connaissais déjà, et je suis au CDI au lycée, et je vais choper Bérénice, et je vais ouvrir le bouquin et noter les phrases les plus belles sur l'amour qui n'ont jamais été écrites dans un petit carnet, parce que je suis une adolescente mélancolique, et que je cherche désespérément quelque chose d'assez magnifique et superbe pour exprimer des sentiments très intenses que je peux ressentir. Mais je me rappelle pas d'avoir une histoire à ce moment-là, hein. Voilà, et je me souviens avoir été hypnotisée par la musique, des mots. Et surtout, je me souviens du sentiment d'avoir ouvert ce bouquin sans vraiment savoir pourquoi, et d'avoir compris tout ce qui se tramait dans juste le sens des mots qui étaient dits. Okay. Parce que la langue de Racine, elle est très simple en fait. Et j'étais un peu saucée, tu vois. J'étais en mode, ça date du XVIIe siècle, je comprends tout, génial, passerelle entre les siècles, richesse de la littérature, tout ça. Donc c'était un beau souvenir, c'est un joli souvenir. Ok, donc plutôt un truc d'adolescence. Absolument. Et c'est cette lecture-là qui, selon toi, était fondamentale, ou il y a une deuxième lecture qui est venue derrière un peu ramasser ce qui avait été fait, puis lui donner un nouveau sens, ou c'est toi qui, de ton côté, qui a un peu maturé cette lecture-là, ça traînait dans ta tête et tu t'es dit, mais en fait, Bérénice, quoi. En fait, je pense, en y réfléchissant et en ayant réfléchi à la question un petit peu en amont, que j'ai eu plusieurs lectures successives qui se sont en fait de toute façon entremêlées à chaque fois. Donc j'ai eu plusieurs rencontres finalement avec l'œuvre, et donc il y a cette rencontre qui est très adolescente, qui est très liée à l'amour, au sentiment profond et intense qu'on peut ressentir à cet âge-là. Ensuite, comme tu le sais, puisqu'on était en prépa ensemble, Bérénice, ça a été une des œuvres qui a été un des programmes de l'épreuve de littérature. Donc ça a été une deuxième lecture beaucoup plus poussée, et beaucoup plus aussi portée sur les mots, et qui a ouvert des portes un peu monstrueuses. Et maintenant, et je pense que j'ai une troisième lecture, pas parce que, bon, je l'ai relue un petit peu avant de venir,
une relecture qui à la fois est celle de l'œuvre qui s'adapte à la vie et qui nous accompagne, et aussi une lecture plus critique, voire même féministe ou politique. Et du coup, je pense qu'il y a 3 lectures, mais l'œuvre me parle tout autant encore à Clara adolescente et à Clara rationnellement en train de découper des alexandrins. C'est un peu ce qui m'amène à cette question-là. Finalement, pour toi, de quoi ça parle, Bérénice ? C'est impossible de répondre à cette question. C'est impossible parce que c'est vraiment une œuvre... La première chose que je dirais, c'est que ça parle d'amour, évidemment. Mais ce qui me plaît le plus dans Bérénice, c'est que ça parle de plein d'autres sujets, que ça parle de la mort, parce qu'on oublie souvent cet aspect-là. En fait, ça naît quand même... Titus... alors, c'est pas qu'il s'en rappelle, mais je pense qu'il arrive à une décision qui, à mon sens, dans l'analyse psychologique du personnage, était déjà en fait un petit peu là. Je pense qu'il y pensait avant, parce que ils disent dans la pièce, puis même dans les analyses, ça dépend, je me souviens plus, mais qu'ils sont amoureux depuis 5 ans, 12 ans, 11 ans dans certaines lettres et tout. Donc ça dure quand même depuis un petit bout de temps cette histoire. On va pas me faire croire que Titus n'a jamais pensé à... Voilà. Mais il a un peu décalé, quoi, le souci. Et en fait, toute l'action naît quand même de la mort de Vespasien. Donc il y a quand même une ambiance relativement funeste. Au début de la pièce, ça fait 8 jours que Titus fait le deuil de son père, etc. Donc ça parle de mort des sentiments, donc d'amour évidemment. Ça parle évidemment de raison d'état, mais en fait c'est assez secondaire à mon sens finalement, parce que le drame c'est celui des sentiments. Je pense que ça parle de ce qu'on peut demander de meilleur aux gens qu'on aime. Et de ce qu'on aime, est-ce que aussi de ce qu'on aime ou pas, parce que moi, un des trucs qui m'a marqué quand j'étais amené à le relire... Bien sûr, je sais ce que tu vas me dire. Mais non, mais pour moi, en fait, c'est une pièce sur la rupture. Oui, alors oui, mais... non, mais évidemment, mais en fait, quand j'ai dit amour, pour moi, dans la rupture, il y a de l'amour. D'ailleurs, ils se quittent en s'aimant. Donc, de toute façon, l'amour n'est... D'ailleurs, Bérénice, dans la première lecture qu'on peut en faire, accepte... Le moment où elle accepte la décision de Titus, c'est parce que Titus lui promet toujours un amour, en fait, éternel. Mais il lui dit... c'est plus compliqué que ça. Voilà. Mais oui, bien sûr que ça parle de rupture. Et du coup, dans le mot rupture, il y a raison, mort et amour, qui sont les 3 trucs qu'on a évoqués là. Genre. Raison, mort et amour. Très efficace pour quelqu'un qui ne pensait pas savoir quoi dire. Du coup, pourquoi cette lecture qui vient de l'adolescence plutôt qu'une lecture plus tardive, peut-être plus informée, et qui aurait été plus marquante aussi parce que même quand on est adolescent, on est évidemment très sensible à tout ce qui se passe autour de nous, mais c'est quand même déjà un peu à l'âge adulte où on commence à avoir de vrais problèmes, et donc ce truc-là de se sentir un peu égal des personnages, etc. Alors c'est trop drôle parce que du coup jamais en fait je me suis posé la question de savoir à quel moment je me suis dit que j'avais compris ce que c'était la littérature, parce que je n'ai aucune idée de ce qu'est la littérature. Et en deuxième temps, je suis totalement en désaccord. Je pense qu'on a de vrais problèmes très sérieux d'adultes quand on est ado, voire enfant. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi dans le tragique de la pièce. Il y a quelque chose qui m'a touchée à ce moment-là. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que en me demandant de quel bouquin j'avais envie de parler, qui était hyper important et tout, j'ai réfléchi, mais 2 secondes, en fait, il y a déjà Bérénice qui a popé dans mon cerveau. C'est hyper intéressant parce que je trouve que notamment dans le théâtre classique, alors c'est des espèces de monuments, c'est des trucs, on sait pas trop bien quoi faire avec ça, et en même temps il y a des gens qui sont capables d'une appropriation très grande. Toi, comment t'as eu l'impression de faire ce travail-là d'appropriation, à savoir, est-ce que ça t'est venu très naturellement, c'est quelque chose qui est venu plus tardivement ? L'appropriation, je pense qu'elle s'est faite mais du plus naturel possible. Dans ce CDI, en train littéralement de prendre des phrases pour les faire miennes. Pour l'identification des personnages, je pense que comme je vois cette pièce comme une pièce sur le drame amoureux, et même tout ce qui peut se passer dans la tête des personnages, pour moi, en fait, sont des petits... Pour moi, d'une certaine façon, les personnages sont des voix qu'on peut avoir dans sa tête. Je vois un peu le truc comme ça. J'ai l'impression... C'est un peu le bordel, c'est-à-dire que je vois dans le discours de chacun... Voilà, ce genre de découpage en fait, de phrases un peu... D'ailleurs, quand on cite Bérénice, quand on parle de Racine, on prend des phrases comme ça. Beaucoup on dit « Ah oui, c'est l'auteur de cette phrase-là formidable, malgré lui, malgré elle » et tout ça, qui sont quand même effectivement de très belles phrases. Voilà, l'appropriation de l'œuvre, elle s'est faite automatiquement. Après, je me souviens pas de ta deuxième question. Évidemment, en ayant popé Bérénice de façon très personnelle dans ma tête... Après, je me suis dit, mais waouh, comment c'est pompeux de prendre Bérénice, sachant que là, du coup, c'est la deuxième lecture qui arrive, celle
de prépa, où on est complètement enseveli sous un nombre incalculable d'analyses formidables, extrêmement poussées, des choses qui naissent... quand je pensais à Roland Barthes, par exemple, qui parle de l'œuvre de façon très, très, très personnelle, en fait. Qui était beaucoup critiqué d'ailleurs là-dessus, ce qui devrait décomplexer tout un paquet de gens sur le fait d'avoir des mauvaises lectures de certaines œuvres. Clairement, je suis hyper d'accord. D'ailleurs, un des hot takes de Barthes sur Bérénice, c'est que Titus n'aime pas Bérénice, ce qui est une interprétation... Ça, c'est de l'ordre de l'interprétation psychologique qui peut servir pour la mise en scène. Dans l'analyse pure, le texte dit autre chose. D'ailleurs, il y a un autre bouquin qui s'appelle Titus n'aimait pas Bérénice, que j'ai lu en diagonale il y a quelques temps, et qui parle de un petit peu autre chose. Mais en fait, je veux dire, je pense qu'un des trucs qui revient dans l'analyse souvent de la pièce, c'est plus compliqué que ça. En fait, il est lâche. Voilà. Bah, il y a tout le dilemme autour de ça, de dire en fait à partir de quel moment c'est... puisque c'est une pièce sur la parole, ce qui est avant la parole, est-ce que ça existe vraiment, la question de l'ineffable, etc. Et donc effectivement, à partir de là, on peut faire des analyses autant qu'on veut, on peut très bien se dire ce qu'il dit, est-ce que ça a valeur d'existence, et puis on peut très bien effectivement considérer que c'est un gros lâche. Moi, en fait, ce qui me plaît dans la pièce, c'est l'hésitation, les errements, l'impossibilité du langage, tout ça. Moi, j'aime l'analyse, elle me parle, qui dit que c'est une pièce sur l'impossibilité de trouver les mots, ou le temps qu'on va mettre pour trouver les bons mots qui soient entendus. Voilà. Moi, ça me plaît, ça me parle, et je trouve que c'est très adapté. Ça fait résonner tout ce qui est dit dans la pièce de façon très intéressante. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est un peu un idéal communicationnel à certains égards, c'est-à-dire que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu ces voix-là qu'on a en tête. Là, c'est comme si toutes les pensées qu'on avait très contradictoires s'exprimaient tout aussi bien les unes que les autres, et donc nous mettaient face à un dilemme, de se dire, si j'avais autant d'arguments pour chaque pensée, qu'est-ce que j'en viendrais à décider ? Mais on en a en fait. Moi je pense que là le plaisir que j'ai personnellement à lire cette pièce, et que je vais retrouver dans d'autres bouquins, c'est des gens qui font un meilleur travail que moi pour développer, avec une grande beauté et beaucoup de choses intéressantes et de fils qu'ils n'arrêtent pas de tirer. Ils lâchent aucun fil, tout est tiré en même temps, c'est monstrueux et tout. C'est ce plaisir-là, en fait, de voir quasiment un travail de mise à plat, esthétique, sentimental, et qui nous est donné comme un cadeau, quoi. Moi, c'est vraiment... c'est ça que j'ai ressenti quand j'avais 14 ans, je pense. Ce truc de « waouh ». C'est vachement bien dit. C'est vachement bien dit, c'est un sentiment très puissant, en fait. Parce que, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit généralement quand n'importe qui cite des auteurs comme ça. C'est parce que c'est vachement bien dit. Ça touche quelque chose de vrai. Et c'est pas superficiel. Il y a quelque chose ils ont touché un truc, mais en mieux. Oui, et du coup, j'ai l'impression, je le dis à chaque épisode, donc je le dis encore une fois, c'est Boileau, c'est l'eau sublime, c'est quand quelqu'un dit non pas quelque chose de nouveau, mais dit quelque chose que tout le monde a, que tout le monde connaît, il le dit juste mieux. En fait, on ne vous demande pas d'avoir des idées nouvelles, on vous demande juste de dire à la perfection les idées que tout le monde a. Juste. Et les stand-uppers l'ont très bien repris. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ben voilà, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui va nous faire rigoler avec une situation qu'on a tous vue qui nous amuse dans notre coin, mais sauf que là, lui, il le dit, putain, avec la bonne punchline et tout. Voire il les vole à d'autres. Mais, je sais pas, on peut tirer sur Gad Elmaleh dans ce podcast, ça dénonce. aucun problème. Ok. Un autre aspect qu'on n'a pas du tout exploré encore, parce que c'était presque naturel, mais alors qu'en fait, ça ne l'est potentiellement pas du tout. Pour toi, c'est évidemment une lecture, alors que c'est une pièce de théâtre. Quel rapport t'as à la mise en scène, aux adaptations ? Est-ce que pour toi, c'est que une lecture ? Non. C'est beaucoup une lecture, parce qu'en fait, on a quand même moins l'occasion d'aller au théâtre, mais surtout durant ces derniers temps. Ces 2 dernières longues années. N'importe qui lit n'importe quoi s'imagine une scène, en fait, dans sa tête. Donc, on pourrait faire une méta-analyse qui dirait qu'en fait, chacun est un peu metteur en scène de la lecture qu'il est en train de faire. Là, le truc un peu particulier, c'est que c'est un texte qui est fait pour être mis en scène, puisque c'est un texte de théâtre, et que des réflexions qui vont produire d'autres textes vont être écrites pour porter une mise en scène et tout. Et ça, c'est super cool. Et j'adore voir quelle va être la nouvelle mise en scène. Je crois qu'il y en a eu une en 2018 récemment. Je suis nulle, hein, je sais pas du tout ce qui se passe au théâtre contemporain ces temps-ci. Mais non, je le vois comme une pièce et comme une lecture, mais c'est un peu comme une adaptation et sa lecture, c'est-à-dire que c'est 2 choses tout à fait différentes. C'est-à-dire que quand il y a une mise en scène pour moi, ça devient quasiment une nouvelle œuvre. D'ailleurs,
quand c'est des mises en scène filmées, des captations, des adaptations cinématographiques et tout, en fait, les gens, ils coupent des lignes. Il y a des personnages qui sont pas là. Bon, là, il y a 3 personnes. Allez, il y a les confidents, mais en vrai, il y a 3 personnages. Bon, il n'y a pas grand-chose à couper niveau rôle, mais par contre, niveau coupe, ouais, il y a des coupes à faire. Et en fait, ça devient une nouvelle œuvre. On fait résonner des trucs différemment. Il y a même des petites libertés qui sont prises avec les Alexandrins et tout, et c'est cool, quoi. Bon, ça ne t'aura pas échappé, mais évidemment, quand on était en prépa, il y avait Bérénice, mais il y avait aussi Aurélien. Et évidemment... ça y est, on est arrivé au moment, que Maximilien attend depuis le début. Je demeurais longtemps errant dans ces arrêts, et puis même, finalement, toute la trajectoire d'Aurélien, qu'on va pas spoiler ici ou quoi, mais en tout cas, j'ai fait le rapprochement là, alors que je l'avais pas fait en prépa, c'est fou, de toute la dimension, alors pas exactement le trio amoureux, il y aurait pas ça se répond pas exactement au niveau du truc. Mais parce qu'il n'y a pas de trio amoureux en vrai dans Bérénice. Enfin, genre, sûr, il y a Antiochus qui aimerait bien que ce soit un trio. Mais en soi, il y a quand même ce truc-là de, disons, le dilemme amoureux. Alors, sans nécessité politique, même si à la fin d'Aurélien, il y a quand même des nécessités politiques qui achèvent de les éloigner. Et ils sont plus dans l'histoire que Bérénice et Titus. Ouais. Aurélien et Bérénice. Mais en définitive, il y a quand même une décision qui est prise, sans doute beaucoup plus par Bérénice, qui est le vrai personnage fort de ce roman. Et d'ailleurs, comme dans Bérénice de Bérénice et Titus, qui est pas le seul personnage, mais celle qui prend la décision en vrai de vrai. C'est ça. Enfin, c'est une pièce qui est très matricielle dans le sens où c'est un noyau qui se déploie de plein de manières différentes, dans des adaptations très différentes. Évidemment au théâtre, dans les mises en scène, mais aussi avec un côté... c'est presque une proto-œuvre pour Aurélien que Bérénice. Je sais pas si tout le monde connaît Aurélien, donc peut-être tu peux faire un genre 2-3 phrases sur c'est quoi, pour qui, comment, what's going on, tu vois. C'est un très bon roman de Louis Aragon. Mais grave. Écrit pendant la guerre, qui revient sur les années, disons les années folles, qui suit un personnage un peu désemparé, très traumatisé par la guerre, qui vit une histoire d'amour empêchée, disons-le comme ça, avec une dame qui s'appelle Bérénice et qui est, on va pas se mentir, en tout cas à première vue, franchement laide. Hein, on s'éloignerait presque, mais en fait non, on ne s'éloigne pas du tout. Quand je parlais des mises en scène et des adaptations, c'était aussi pour te poser la question des souvenirs de conditions de spectatrice ou de lectrice de Bérénice, c'est quoi ? C'est fou, j'y ai pas dû penser évidemment. Je ne crois pas avoir de souvenir d'avoir vu en vrai de vrai. J'ai vu des vidéos, des captations de pièces et tout, mais j'ai pas vu en vrai de représentation de Bérénice. Peut-être que si, mais je me souviens pas. Les souvenirs que j'ai, c'est beaucoup de gens qui lisent des monologues. C'est des extraits qui sont pris dans les cours de théâtre pour s'entraîner, pour le représenter, tout ça. Voilà, c'est souvent ça. Et du coup, j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien penser à cette représentation-là parce que il s'agira toujours de poser la question au comédien. Bon, c'est quoi ta prise sur le truc ? Qu'est-ce que tu penses que Bérénice pensait à ce moment-là ? C'est peut-être moins riche, quand j'y pense maintenant, que d'autres pièces de Racine, au sens où elle est très courte. Donc en fait, moi j'ai l'impression que c'est quand même plutôt clair ce que les personnages ressentent. Enfin, le turmoil qu'ils peuvent avoir est assez clair et tout ça. Je pense à par exemple, je pense à un ancien cours de théâtre où une nana avait... une femme, très grande comédienne, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle s'entraînait sur Phèdre, elle était excellente et tout, mais voilà, Phèdre c'est aussi un autre rôle, et c'est des monologues encore plus longs, parce que là la pièce de Racine elle est très très courte en fait, elle fait 5 actes, ça pourrait tenir en 10 minutes en vrai de vrai. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que il y a presque un côté paradoxal, parce que d'un côté il y a le fait que ce soit une pièce très rapide à lire, etc., et en même temps les souvenirs que tu as, c'est pas la pièce en entier, ce sont des extraits, des monologues, comme si, en fait, on pouvait un peu éclater la pièce et en extraire un monologue qui contiendrait presque toute la tension dramatique de l'œuvre, ou au moins suffisamment pour qu'on puisse interroger le comédien, la comédienne sur, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Titus par rapport à Bérénice et Antiochus, etc. C'est un truc qui est vachement analysé. C'est une façon d'analyser l'œuvre qui est beaucoup utilisée. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait c'est très con, mais quand on fait des commentaires littéraires, qu'on soit au collège ou en prépa, on prend des extraits. Et il y a l'extrait canonique, il y a le moment de bravoure, il y a tout ça.
Là, on parlait des extraits pour s'entraîner, qui sont des bouts de monologue qu'on va couper, qu'on va adapter à la lecture du comédien. Et il y a la lecture un peu plus méta, pour le coup, où effectivement, tu vas prendre des moments de l'œuvre et les faire résonner avec toi, ton expérience personnelle. Il y a aussi, en fait, l'écriture, mais vraiment super contextuelle. Je pense que Racine, il fait ça aussi comme ça, quoi. Genre en mode chaque alexandrin, et il est là pour une bonne raison. D'ailleurs, quand on le fait chier, quand les doctes viennent le faire chier en lui disant non, machin, il va changer ce mot-là. Genre, il va changer 2 mots dans la pièce. Il y avait une réécriture, il va changer 2 mots, ça va tout changer. Mais rien, ça change rien, hein, mais c'est important. Ces mots-là, ils sont là pour une bonne raison. Si on met religion et je crois que le truc qui a été changé, c'est Dieu en ciel. Pour pas trop. Enfin, c'est ridicule, quoi. Mais voilà, c'est l'époque. C'est marrant parce que depuis le début qu'on parle de Bérénice, il y a souvent des mots qui sont quand même dans un même univers qui reviennent, un univers assez scolaire, ou en tout cas de l'entraînement, ou en tout cas des choses comme ça. Pour toi, c'est un univers qui va avec, dans le sens où, est-ce qu'il y a des moments de ta vie personnelle complètement détachés du scolaire qui se rattachent à ça, ou ça reste quand même un univers très scolaire? Non, c'est les deux. À la fois un truc super personnel où j'y ai déversé tel un bac, j'y ai mis un peu tout, les personnages disaient ce que je voulais et tout ça, ça résonnait avec moi, et une lecture super scolaire, parce que je suis très scolaire. Mais que ça a du bon aussi, en fait, parce qu'en fait ça te force à te poser sur l'œuvre et tout ça, mais effectivement j'avais pas pensé à cette dimension-là, cette dimension d'œuvre comme entraînement. Ouais, grave. Et ça me plaît en fait, parce que c'est comme quelque chose que tu peux accompagner plus facilement, tu peux mettre dans ta poche, quoi, pour te réentraîner à penser les sentiments amoureux. C'est comme si c'était une espèce de support où, aux différents moments de ta vie, tu reviens à l'œuvre et t'es en mode bon. Tu passes ta vie à faire tu fais des commentaires composés de. Ouais, des commentaires composés où juste genre il y avait une mise en scène où Titus n'aimait pas Bérénice pour un certain metteur en scène, et où Titus se regarde dans le miroir, tu vois. Et on pourrait voir ça comme une sorte de miroir, en fait. On y revient, fait un bilan, voilà, à mes 30 ans, alors voilà. Qu'est-ce que je pense de l'amour? Est-ce que je le pense toujours pareil? Et selon ma position sur les sentiments de Titus par rapport à Bérénice, et de Bérénice par rapport à Titus, qu'est-ce qui a changé? Quelle expérience j'ai pris? Tu vois? Quel XP j'ai sur l'amour maintenant? Ce Titus, qui a pas raison, qui a raison. Ben, j'aurais tendance à dire, on va peut-être en parler après, mais j'aurais tendance à dire que maintenant peut-être on peut passer à autre chose et s'intéresser à Bérénice, peut-être. On met toujours trop de temps à voir que c'est... Dis la meuf qui va choisir un extrait où Titus parle, mais bon. Bien, tu me sers ma transition sur un plateau. Clara, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mon métier. Oui, puisque je vais te demander de nous présenter rapidement l'extrait que tu as choisi, extrait qui n'a pas été facile à trouver. Ouais, difficile. J'ai relu l'œuvre très très rapidement. J'avais des trucs en tête que je voulais, mais là, très bonne, qui me parlait, parce que scolairement, je me souvenais que c'était important, mais en vrai, il me parle moins. C'est de beaux passages, mais ça me parle moins. Là, celui que j'ai choisi, c'est en fait à l'acte 2, scène 2, et c'est Titus qui explique à son confident, qui s'appelle Paulin, je crois. Il lui dit il faut que j'arrête, quoi. Il faut que j'arrête, c'est pas possible, machin. Et Paulin, il est mi-dévasté, c'est bien, empereur, vous êtes un grand empereur. Et en fait, j'ai choisi ce moment-là parce qu'on n'a pas besoin d'en savoir d'autres choses. Je pense que dans ce passage-là, il y a un petit peu tout les hésitations de Titus, qui va en fait mettre toute une pièce à faire advenir. Et puis en fait, à la fin, c'est même pas lui qui va trancher, quoi. Alors qu'il aura l'impression qu'il aura tranché, mais en fait, pas vraiment. Donc en fait, voilà, tout est déjà là. Et beaucoup de beauté. C'est une très grande beauté, c'est une belle déclaration d'amour. Avant qu'on passe à l'extrait, comme c'est du théâtre, quelle atmosphère, on va dire, si la mise en scène c'est trop complexe, quelle atmosphère mise en scène tu verrais pour cette scène-là? Quand je parle en termes d'atmosphère, si c'est le château de Titus, si c'est le palais de Titus à Rome, ce sera le palais de Titus à Rome et il y aura des courants d'air. Hein, j'avoue que c'est une bonne chose que je sois pas metteuse en scène, parce que là, j'ai pas 1 million d'idées. Non, en vrai, j'aime les mises en scène de Bérénice, où en fait, c'est un peu des trucs qui ressemblent un peu toujours au même, quoi. C'est-à-dire que c'est des trucs hyper nus. C'est très nu, c'est très épouillé, machin. Là, j'ai vu une vidéo avec Carole Bouquet et Gérard Depardieu en total déguisement. On est dans le palais à Rome et tout, ils sont incroyables. Mais on s'en fout de leur déguisement, là.
Donc je m'en fous. En fait, c'est un peu whatever. Je vois ça comme une discussion. On pourrait les foutre sur un banc, on pourrait les foutre dans un hall. Allez, on les met dans un hall très haut. Hélas, à quel amour on veut que je renonce? Cet amour est ardent, il le faut confesser. Plus ardent 1000 fois que tu ne peux penser, Paulin. Je me suis fait un plaisir nécessaire de la voir chaque jour, de l'aimer, de lui plaire. J'ai fait plus, et je n'ai de secret à tes yeux. J'ai pour elle 100 fois rendu grâce au Dieu d'avoir choisi mon père au fond de l'Idumée, d'avoir rangé sous lui l'Orient et l'armée, et soulevant encore le reste des humains, remis Rome sanglante en ses paisibles mains. J'ai même souhaité la place de mon père, moi, Paulin, qui 100 fois, si le sort moins sévère eût voulu de sa vie étendre les liens, aurait donné mes jours pour prolonger les siens, tout cela, qu'un amant sait mal ce qu'il désire. Dans l'espoir d'élever Bérénice à l'Empire, de reconnaître un jour son amour et sa foi, et de voir à ses pieds tout le monde avec moi. Malgré tout mon amour, Paulin, et tous ses charmes, après 1000 serments appuyés de mes larmes, maintenant que je puis couronner tant d'attraits, maintenant que je l'aime encore plus que jamais, lorsqu'un heureux hymen joignant nos destinées peut payer en un jour les vœux de 5 années, je vais, Paulin, au ciel, puis-je le déclarer? Quoi, Seigneur? Pour jamais, je vais m'en séparer. Mon cœur en ce moment ne vient pas de se rendre. Si je t'ai fait parler, si j'ai voulu t'entendre, je voulais que ton zèle achevât en secret de confondre un amour qui se tait à regret. Bérénice a longtemps balancé la victoire, et si je penche enfin du côté de ma gloire, crois qu'il m'en a coûté pour vaincre tant d'amour. Des combats dont mon cœur saignera plus d'un jour. J'aimais, je soupirais dans une paix profonde. Un autre était chargé de l'empire du monde. Maître de mon destin, libre de mes soupirs, je ne rendais qu'à moi compte de mes désirs. Mais à peine le ciel eut rappelé mon père, dès que ma triste main eut fermé sa paupière, de mon aimable erreur, je fus désabusée. Je sentis le fardeau qui m'était imposé. Je connus que bientôt, loin d'être à ce que j'aime, il fallait, cher Paulin, renoncer à moi-même. Et que le choix des dieux, contraire à mes amours, livrait à l'univers le reste de mes jours. Rome observe aujourd'hui ma conduite nouvelle. Quelle honte pour moi, quel présage pour elle. Si dès le premier pas renversant tous ses droits, je fondais mon bonheur sur le débris des lois. Résolu d'accomplir ce cruel sacrifice, j'y voulus préparer la triste Bérénice, mais par où commencer ? 20 fois depuis 8 jours, j'ai voulu devant elle en ouvrir le discours. Et dès le premier mot, ma langue embarrassée dans ma bouche 20 fois à demeurer glacée. J'espérais que du moins mon trouble et ma douleur lui feraient pressentir notre commun malheur. Mais sans me soupçonner, sensible à mes alarmes, elle m'offre sa main pour essuyer mes larmes. Et ne prévoit rien moins dans cette obscurité que la fin d'un amour qu'elle a trop mérité. Enfin, j'ai ce matin rappelé ma constance, il faut la voir, Paulin, et rompre le silence. J'attends Antiochus pour lui recommander ce dépôt précieux que je ne puis garder. Jusque dans l'Orient, je veux qu'il la ramène. Demain, Rome, avec lui, verra partir la reine. Elle en sera bientôt instruite par ma voix. Et je vais lui parler pour la dernière fois. Il y a quelque chose que tu m'as dit en off, à savoir que tu respectes pas l'alexandrin au sens classique du terme. Pourtant, c'est une langue qui te touche énormément. C'est quoi ton rapport à cette langue-là de Racine ? Alors, j'ai dit que je la respectais pas parce que c'était pour me prémunir de critiques ou quoi. Mais il n'y en aura pas évidemment des critiques parce qu'on est en 2022. Donc arrêtez. Personne n'écoute ce podcast, il me commente. Donc. Pour l'instant, mais après, tu vois. Donc l'alexandrin est très important pour moi parce qu'il est hypnotique en fait. Il est balançant, il est... voilà. Le truc, c'est que je vais essayer du mieux que je peux, et c'est comme ça que je le lis. Puis c'est comme ça qu'on lit l'alexandrin, de comprendre ce que je suis en train de dire. Et du coup, en fait, parfois, je me laisse un petit peu emporter. Il y a des alexandrins qui sont coupés sur plusieurs phrases et tout. Et en fait, on a un peu perdu le début de la phrase, mais il faut savoir vraiment ce que la personne est en train de dire, et pas juste nanana, 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 nanana. Mais c'est super hein, comme balancement, vraiment, c'est très beau. Et c'est un peu virtuose, quoi. Il fait des trucs un peu stylés, on va pas se mentir. Mais parfois, la musique prend un peu le pas sur le sens, et le sens, c'est aussi important que... la forme. Ben oui, et puis c'est un texte qui est fait pour être déclamé. Donc en fait, voilà, j'aime par exemple, un truc que je fais beaucoup quand je lis des pièces de théâtre, c'est que je lis les extraits en vrai. Ça me plaît. Juste, pas nécessairement de m'entendre, mais juste de le prononcer en fait. Ça je kiffe.
Oui, puis ça permet aussi de retrouver un peu la vraisemblance qu'il pourrait y avoir. Alors on sait très bien que personne ne s'exprime en ces termes 6 mois. tous les jours de ma vie. Là, Hop t'avais là. dit au début tout à l'heure que tu voulais tenter un alexandrin, genre comme ça, pour l'intro. T'en as un en tête ou pas du tout? Ou jamais, genre. Bah, Là, tu te poses une seconde et tu me sors un bail, genre un freestyle. Attends. Là, il compte avec ses doigts. Chaque jour de ma vie, je lirai Bérénice. Oh là là, mais quel talent! Allez. Incroyable! Ok, vas-y, il est trop chaud. Et bah du coup, pourquoi cet extrait, Clara? Pourquoi ça a autant de sens parmi tous les extraits de Bérénice, de choisir celui-ci en particulier? Pourquoi tu as voulu faire entendre ces mots-là à nos auditeurs et auditrices? Parce que je pense que c'est un fantasme qu'on a tous eu, d'assister à la déclaration d'amour de son aimé, quoi, qui explique ses sentiments à son pote. Et j'avoue que ça, c'est, voilà, imaginons, on a une petite souris, voilà, on entend, et c'est quelque chose de très fantasmé, de très... Mais c'est incroyable, et on pourra jamais le faire, parce qu'en fait, si la personne sait qu'on est là, bah, ça ne marche pas. Et que je me sens comme ça, pas parce que je m'identifie à Bérénice du tout, en vrai. Je pense que l'identification varie en fonction des lectures. Mais j'aime cette sensation d'être avec Titus et Paulin, les entendre parler de l'amour qu'il a pour Bérénice, de l'histoire, de la mise en récit qu'il a lui-même fait de leur histoire-là, et qu'il explique, bon an, mal an, PK, il doit la larguer, et que c'est très important, et qu'évidemment, il n'en a pas envie. Mais quand même, il y en a envie. Il y a une envie derrière tout ça. Et c'est ça la tragédie de la pièce, et c'est ça dont je voulais parler pendant tout le truc, mais j'arrive pas du tout à trouver les mots, mais c'est pas peu importe de savoir si vraiment Titus il doit quitter Bérénice pour pouvoir régner, gna 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 ou pas, mais c'est que il y a quelque chose en vrai d'indicible dans les sentiments que les personnages ont les uns pour les autres. Il y a des gens qui ont analysé la pièce en mode à la fin, ils choisissent la vie tous les trois. Et en fait, ils choisissent la vie au lieu du suicide collectif, de la tragédie incroyable et tout. Ils choisissent la vie avec tout ce qu'elle a d'horrible, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils choisissent la solitude et la complexité du truc. Ils restent là pour se battre d'une certaine façon seuls. Et on en saura plus au prochain épisode, quoi. Oui, c'est le... Attends, je l'ai noté. Adieu, servons tous trois d'exemple à l'univers. Oui, hein, bon, alors c'est super stylé, évidemment, voilà. Mais elle a une façon de... Enfin, il y a eu des interprétations qui ont été faites, enfin, des interprétations, je veux dire, de comédiens, où, voilà, Bérénice, elle a un côté très, à la fin, de bonne élève, finalement, enfin, de bonne élève, de personne très morale. Dans la pièce de Corneille, du coup, qui est Tite et Bérénice, la légère différence de fin, c'est que le Sénat accepte que Bérénice épouse Titus, mais grande princesse, grand personnage moral, elle dit non, je vais entraver ton pouvoir, non. Là, c'est légèrement plus ambigu, je dirais, sur la fin. Et il y a des sentiments qui flottent dans l'air. Il y a de l'amour, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses à la fin. Je pense que l'histoire qu'ils viennent de vivre en somme pendant 24 heures a déjà changé un amour qui vient enfin d'être dit, d'être accouché, la déclaration. Et donc ça, c'est super passionnant à analyser, mais en fait, ça va à kilomètre/heure dans mes neurones, quoi. C'est-à-dire que je saurais pas vraiment l'exprimer complètement. Mais surtout que oui, peut-être c'est une lecture un peu plus, pas adulte, je sais pas, peut-être plus informée, mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux un peu dans le truc là, c'est de dire, ok, c'est chaud pour Titus, mais d'un point de vue politique, franchement... il faut pas passer devant les lois. Hein. Ce qui est super intéressant, c'est que Paulin va dire dans l'extrait un petit peu plus haut dans l'extrait là qu'on vient de lire, en vrai, ils feront ce que vous voulez. Hein, le Sénat, voilà. D'où l'analyse de plein de gens qui disent non mais en vrai, de vrai, si Titus était vraiment amoureux de Bérénice, il le ferait. Et c'est là où le bas blesse, parce que je suis pas d'accord. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais effectivement, il y a la raison d'État, genre, il veut pas menacer la stabilité du pouvoir. Très bien, mais il y a un truc un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, dans l'histoire, Titus, il est représenté comme, genre, un prince qui a pris du bon temps pendant un bout de sa vie, et qu'après, soudainement, au moment où il devient empereur, il a un sens moral qui fait qu'il fait de bonnes réformes. C'est un bon empereur, c'est quelqu'un de... Je sais pas si on peut dire qu'il a de l'empathie, j'en sais rien, je connais pas Titus, mais... Bon, il va en tout cas faire des mesures qui prennent cette valeur-là auprès de ses sujets. Bon.
dans l'idée, on peut se dire que c'est l'histoire avec Bérénice qui lui permet d'arriver à ce sens moral, en fait, d'arriver à ce sens du devoir et tout ça. Et c'est pourtant pour ça, et grâce à ça, qu'il va comprendre tout seul qu'il doit partir. Et pour moi, et qu'ils doivent se séparer. Et pour moi, du coup, il y a d'autres sentiments qui prennent le pas, qui sont pas seulement ceux du devoir. C'est-à-dire que je pense pas que Titus, il est hunger of power. Il est pas présenté comme ça. Il est présenté comme quelqu'un qui sait qu'au fond, ce serait un peu trop compliqué et qui veut pas menacer une confiance qu'il a déjà avec ses sujets, avec son Sénat et tout. Et en fait, c'est très chiant. Et c'est quelque chose de très, mais hyper réaliste. Ouais. C'est très réaliste dans l'expression des sentiments. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se quitter dans la vie, là, en 2022, pour ça. Pour des choses qui n'ont pas ce truc que moi j'ai eu comme révélation dans ma vie, au cours de ma vie, de mes histoires et tout, c'est que l'amour en tant que tel n'est pas nécessairement suffisant à faire en sorte que l'histoire soit réussie. Et pourtant, le tragique de l'histoire, c'est qu'ils sont amoureux, qu'ils sont pas ensemble. Et même là, ce que je viens de dire n'enlève rien à la tristesse majestueuse de cette séparation. Mais c'est ça que je trouve très beau, la dimension universelle que peuvent avoir ce genre de pièces, c'est que, oui, on met la raison d'État, mais on le met comme principe objectivement compréhensible qui peut faire concurrence à l'amour. Ouais. Mais ça, c'est au niveau le plus haut. Mais sauf qu'on sait très bien que nous tous, dans nos vies, on peut se retrouver confrontés, sans avoir une raison d'État, une raison autre que la raison amoureuse, qui vient mettre en péril une relation, un sentiment, et qui va nous... Le simple fait que ce soit un caillou dans la chaussure va entraîner tout un tas de réflexions. Ouais, je suis trop d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, on n'en a pas parlé, on devait en parler. Et alors, Bérénice, qu'est-ce qu'elle a de magnifique? Et le mot a été glissé tout à l'heure, dimension féministe. Est-ce que tu pourrais un peu gloser là-dessus? En tout cas, une lecture féministe qu'on pourrait faire. Souvent, ce qui a été dit sur Bérénice, c'est en gros ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est une personne morale. Une lecture féministe du truc, c'est que, oh merde, encore une héroïne qui fait tout le taf et qui accouche elle-même de la conclusion de ce truc. Et donc, on peut le voir des deux côtés. On peut se dire, oh waouh, quelle héroïne, quel personnage, quelle personnalité, quelle force morale. Et de l'autre côté, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle est entourée de personnages un peu nazes qui se prennent la tête, machin. Il faut aussi penser au fait que Bérénice, c'est une étrangère qui a quitté beaucoup de choses pour venir avec Titus. Il y a tout ce truc-là de... Finalement, j'ai l'impression que c'est une adulte. Alors oui, elle menace de se suicider, elle fait une espèce de chantage aux larmes, elle essaye dans un monologue, elle présente à sa confidente, sa confidente lui dit, mais en fait, non mais rhabillez-vous, genre je sais que vous êtes triste, mais il faut pas qu'il vous voie comme ça. Et Bérénice, elle dit, mais non, je veux qu'il voit je sais plus c'est quoi, le résultat de son travail, quoi. Genre, en mode, c'est sa faute. Et elle veut lui faire un chantage. Et alors, du coup, voilà, il y a des analystes qui disent, non, mais elle est manipulatrice. C'est une femme, d'ailleurs. Comme toutes les femmes, elle est manipulatrice. Voilà, je pense que on a été très dur avec Bérénice, et à parfois trop gentil. C'est-à-dire qu'on la voit pas dans sa... Enfin, pour moi, hein, en tant que personnage, comme quelqu'un de compliqué, qui a les deux. Et surtout... On va lui demander à la fin... Finalement, on est content qu'elle se taise à un certain moment, je pense. Enfin, dans les analyses un peu rapides qu'on peut faire sur les personnages féminins en général, ce côté larmoyant, plaintif. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage un petit peu énervant, qui a des caractéristiques, disons, très élégiaques, disons, qui se plaint et tout, bah c'est Antiochus, en fait. Ouais. C'est Antiochus, qui arrête pas de dire « hélas » toute la journée. Qui finit par dire hélas et qui le dit pendant toute la pièce, quoi, et qui a pas grand chose d'intéressant à dire. Et surtout, ce qui est faux, hein, en tout cas c'est un personnage intéressant, mais c'est un personnage fondamentalement de l'échec, donc en fait c'est moins sexy que Titus et Bérénice. Mais j'aime bien la façon dont elle s'adresse à Antiochus à la fin de son monologue, donc le monologue final de Bérénice. Elle fait sa décla à Titus, elle lui dit bon, je vais vivre, voilà, j'arrête mes conneries, mais je me casse et tout, y a pas de souci. Et elle se tourne vers Antiochus et elle dit bon, là, t'as vu ce qu'on vient de faire avec Titus? On se kiffe à mort tellement on veut crever, tellement on a envie. Prends exemple sur nous. Je l'aime, il me quitte. Je pense que tu peux faire un effort. Elle lui dit un peu ça. Et en tout cas, l'interprétation que j'ai vue de Carole Bouquet, elle lui disait avec un dédain incroyable, genre en gros maîtresse d'école, quoi, en mode genre bon. Allez, grandis. Voilà, grandis et part. Et ils s'en vont chacun de leur côté et elles disent ne suivez point mes pas.
Voilà, c'est assez stylé en fait. Et j'aime bien la voir, j'aime bien l'imaginer en mode passer complètement à autre chose. Je sais pas, même pas avoir de mec. Ou avoir mais pas nécessairement en mode girl power, en mode elle est devenue reine et elle s'en fout, elle a plein d'esclaves et elle règne et machin et son règne a duré et son nom a... non, pas du tout. J'aime à l'imaginer comme quelqu'un qui est passé à autre chose. J'aime l'imaginer comme ce personnage là qui a traversé une histoire un peu compliquée et qui est passé à autre chose et qui essaye pas de se débarrasser de tout mais qui avance avec. Okay. Voilà, c'est comme ça que j'aime la voir. Oui, qu'on a assisté à un moment, sans doute charnière, mais qui peut prendre plein de directions et pas forcément celle qu'on attend. Ouais, et pas aussi gros que les gros sabots de la transformation ou de la tragédie sanglante. Il y a quelque chose de décevant dans cette fin. Moi, je trouve pas ça décevant. Je trouve ça en fait tellement réaliste que des fois on a envie de retourner à la fiction et tout, mais il y a quelque chose de décevant. Ok, ils se quittent, ils sont tous matures, ok, bon, super. Hélas, à la fin. Et donc, toute l'action qui va encore être, c'est qu'est-ce qui va se passer dans la qu'est-ce que ça a provoqué chez eux? Est-ce qu'ils sont grandis? Est-ce que... Moi, je vois bien Titus être dans le regret total toute sa vie, parce qu'en fait, c'est un personnage circulaire, quoi. En vrai. C'est un peu un des trucs que je voulais avancer aussi. Quelque chose que j'aime bien, c'est cette espèce d'ambivalence, un peu de paradoxe. Donc, on a dit raison d'état comme exemple qui peut concurrencer l'amour, en fait, comme raison principale. Et dans le même temps, c'est un peu aussi la question de l'amour qui ouvre et qui ferme la pièce, avec un Titus qui a non seulement pas le dernier mot, pas l'avant-dernier mot, il est un peu ridicule aussi. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que l'empereur, ramené au sentiment, eh ben, ça reste quelqu'un qui peut être ridicule parce qu'il aime, et peu importe ta fonction, t'as ce truc-là. Et ce que je trouve intéressant dans la pièce, c'est la place qui est donnée à Titus, sachant qu'il a une place a priori dans la tête des gens, c'est l'empereur, tu vois, il a une prestance qui vient naturellement, tu vois, je pense à Cinna de Corneille pour ce truc-là, tu vois, le truc de, à un moment je le veux, je l'exige, machin. Grave, ouais. Voilà. Empereur, quoi. C'est ça, et il a cette parole-là, mais pas tant que ça plus qu'Antiochus ou Bérénice, et du coup j'aime bien ce côté-là un peu ridicule de dire, bon bah l'empereur ça reste quelqu'un qui peut être parfaitement risible. Et à côté de ça, Bérénice, qui n'a pas la raison d'État, même si elle est quand même censée être reine, elle a quand même peut-être une conscience du collectif, de l'intérêt d'État, et elle se met en retrait aussi pour ça. Elle comprend cette raison d'État-là. Ouais. Elle se met en retrait aussi en disant bon, il y a un moment, t'as bégayé, t'assumes, quoi. Ouais, moi je pense que Titus, en fait, il n'est pas encore cet empereur-là dont tu parles, justement. Il n'est peut-être pas encore Cinna. Je sais pas, parce qu'on le voit douter, on le voit bébé empereur en fait, et c'est super intéressant. Il y en a pas beaucoup des moments comme ça où justement les personnages sont pas encore complètement définis par leur statut. Finalement, Bérénice elle est définie par son statut genre de l'extérieur, mais elle se, enfin tu les entends pas flexer toute la journée sur leur royaume, leurs terres, leurs impôts et leur gloire. En fait, t'entends Titus parler de la gloire qu'il devrait avoir s'il fait les choses bien. Et ça, c'est une chose... moi, ça me va, en fait. Enfin, je veux dire, ils discutent de ça. C'est des préoccupations qu'ils ont. Je les vois comme étant en devenir, en constant devenir. Voilà. Avec aussi une part belle qui est donnée à l'imprévu. Tu parlais tout à l'heure de la mort. Quand on a fait la description, ça m'a fait penser à tous ces destins. Alors, dans ma tête, c'est très 19e, 3e République de... t'es en train de faire tes études, ouais, mais ton père est mort et t'as 7 frères et sœurs, donc tu reviens à la maison pour faire un taf. Grave, ouais. L'élément perturbateur, quoi. Ouais, et qui vient annuler tous les rêves, parce que lui, en soi, il se voyait très bien continuer à être prince, et alors même si ça faisait 5 ans qu'il était avec Bérénice et qu'il n'y avait pas ce truc-là, mais en soi, lui, il se voyait bien continuer comme ça, ouais. Et qu'il y a l'élément perturbateur qui va faire qu'il est soit obligé de step up, soit de trahir un peu sa fonction en changeant les lois, quoi. Moi, j'aime bien parce qu'ils en parlent un moment. Titus, il dit « Oh là là, qu'est-ce que j'étais heureux quand Vespasien était encore en vie, je donnerais tout, machin. » Et Bérénice le coupe en disant « Oui, mais en fait, c'est bon, là. Genre, on n'y est plus. On est dans le maintenant. Qu'est-ce que t'es en train de me... Enfin, reviens ici maintenant. Reviens, parle-moi du présent. » Donc, je pense que c'est des personnages qui, de toute façon, prenaient déjà des directions différentes, en fait. Ça, c'est super intéressant à analyser. À quel point c'est vrai dans la vie que la mort... Elle est là, elle nous entoure, elle nous embrasse en permanence, elle est imprévisible, elle produit des dégâts collatéraux fondamentaux, et je pense que les êtres humains sont faits pour ça. Ils sont faits... Alors, je vais pas faire un discours anthropologique à la con, en mode, on est là... En fait, c'est pourquoi on est la plus grosse espèce, parce qu'on sait s'adapter. Bon, oui, mais psychologiquement, il y a un trou qui est laissé par l'absence,
et par l'absurdité complète de la mort. Moi, j'en suis toujours pas revenue de cette annonce du fait qu'on va mourir. Je veux dire que je suis toujours Spoiler, pas... sympa. Pardon, oui, pour ceux que je spoil. Mais voilà, j'en reviens toujours pas, et je pense que c'est quelque chose qu'on va sans cesse travailler dans la vie, et que la réaction par rapport à la mort, elle est toujours salutaire, en fait, parce qu'en fait, on réagit. Je pense qu'il n'y a rien de plus flippant que quelqu'un qui est en catatonie totale. Les gens vont venir le gifler, en fait. Et que la mort provoque nécessairement une suite d'actions sans fin. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y en a trop, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, putain, quelqu'un est mort et en plus, je dois continuer à vivre. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Enfin, double peine. Voilà. Et en fait, et je vois ça de façon assez belle. Ça me dérange pas du tout. Et je trouve ça hyper logique que beaucoup de romans commencent par une mort. Qu'elle déclenche quelque chose. Parce qu'il y a un retour à la réalité. Généralement, tu vas devoir prendre les responsabilités de quelqu'un. C'est ça qui va se passer. La mort laisse la place, machin. Et que tu le veuilles ou non, et tout ça. Et je dis pas en mode, ouais, c'est super, c'est comme ça qu'on apprend. Non, mais ça fait partie de... Ça fait partie de la vie. Comme l'amour. Ouais, ça fait partie de la vie. Ouais, comme l'amour, complètement. Et je pense que c'est une pièce vraiment sur la vie. Je trouve, y a beaucoup d'analyses qui sont faites sur Racine en mode, il parle beaucoup de l'obscurité, de la mort, c'est quelque chose d'assez mort et tout. Et en fait... c'est une pièce sur la vie. À la fin, ils se disent on continue. Ouais. Alors qu'il n'y a rien qui leur donne envie de le faire. Mais puis alors qu'on est hyper habitué dans les tragédies à ce qu'il y ait une effusion de sang complète tout le monde qui meurt et l'autre qui dit ah non, je vais mourir de tristesse et machin. Mais on n'y croit même pas. Il y a un moment où tous les trois, il y a un moment où ils sont un peu sur la même longueur d'onde tous les trois, c'est que tous les trois menacent de se suicider à la suite. Voilà. Et moi, je suis très contente que ce soit pas le cas. Avant de passer à la conclusion, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que tu voulais dire énormément de choses, tu me l'as dit. Tu as dit énormément de choses, si ça peut te rassurer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait échappé à mon œil acéré? Ah là là, sûrement. C'est très bien. Voilà, évidemment, en fait. Évidemment, tout m'a échappé. Tout m'a échappé. Mais c'est très bien comme ça. Et ben voilà. Pour ceux qui veulent continuer, il y a ton blog Bérénice. C'est ça. C'est ça. C'est moi qui gère la page, la fanpage Instagram de Bérénice. Autour de Bérénice. Non, pas du tout. C'est une pièce que j'espère pouvoir relire et oublier. Parce que... alors, je sais plus qui avait dit ça, et puis en fait, j'étais tout à fait d'accord il y a très longtemps. Ce qu'on souhaite à Bérénice d'une certaine façon, et ce que Titus souhaite, et ce que Antiochus souhaite, tout le monde souhaite oublier en fait. Tout le monde est en train de travailler du plus fort qu'ils peuvent vers un oubli salvateur de cette histoire, comme l'histoire d'amour, comme une sorte de digestion qui attend. Et en fait, j'espère que dans genre 10-15 ans, ou même plus tard, j'en sais rien, je me dirai, ah oui c'est vrai, Bérénice, c'est fou non? Et voilà, et en fait, du coup, peut-être que là, j'aurais été en total diapason avec cette œuvre, tout en sachant que je l'aurais intégré à moi comme un truc organique qui a rentré, et puis c'est digéré, quoi. Sans te dire que ça va rouvrir la blessure. Ouais, c'est plus là, en fait, ça n'existe même pas, en fait. Il n'y a même pas de regret, il n'y a rien. Pareil, on conseille toujours Aragon, Blanche ou l'oubli, le travail du deuil, dire comment quelque chose disparaît à partir du moment où ça devient un souvenir et où c'est plus... à partir du moment où on comprend la blessure, et ben elle disparaît, elle cicatrise, et on commence à l'oublier. Voilà, fondement de la psychiatrie, allez tous consulter, voilà. Aragon, avant tout, c'est mieux écrit que la psychiatrie quand même. Alors, 3 questions pour terminer. On va commencer par la plus dure. Alors, je t'avais parlé de punchline ou mots qui qualifient ta relation à l'œuvre, ce qui est plus simple, sans doute. Alors, tu m'avais dit mots, après tu m'avais dit punchline. Non, mais je t'ai dit ce qui t'arrange le plus. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Eh ben non, je vais rester sur ce mot-là, je vais rester sur oubli. Eh ben très bien. Bérénice ou l'oubli. Et les 2 couleurs que tu associes à cette lecture? Très simplement, les 2 couleurs auxquelles j'ai tout de suite pensé, c'est un brun sombre de bois, parce que j'imagine une espèce de truc sombre de l'époque racinienne, je sais pas quoi, et puis même voilà, j'imagine des trucs bien sombres, quoi. Genre, il n'y a pas assez de lumière dans ces pièces. C'est pas de l'ombre, c'est juste... Enfin, c'est de l'ombre, voilà. T'as quelque chose de sombre. Et du bleu métallique. Voilà. Et enfin, question un peu plus légère, quelle est ta lecture du moment? Ma lecture du moment, c'est Robot de Isaac Asimov. Voilà. Ok. Très bien. T'aurais pu en parler plus si tu voulais. Elle est dans la... En fait, j'ai des grandes poches dans mes manteaux. Du coup, je mets des livres partout. Et voilà. Mais c'est celui que j'ai le plus lu en ce moment. Et j'adore ne jamais terminer les livres. En fait, j'ai 50 000 livres
qui m'accompagne en permanence. Et là, en ce moment, c'est celui que je vais jamais finir, c'est celui-là. Mais c'est top, parce que tant que je les ai pas finis, je les ai pas finis, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup, Clara. Mais je t'en prie, c'était hyper cool. J'ai beaucoup aimé. Arrêtez. Arrêtez. Prince trop généreux, en quelle extrémité me jetez-vous tous deux? Soit que je vous regarde ou que je l'envisage, partout du désespoir, je rencontre l'image. Je ne vois que des pleurs. Et je n'entends parler que de troubles, d'horreur, de sang prêt à couler. Mon cœur vous est connu, Seigneur, et je puis dire qu'on ne l'a jamais vu soupirer pour l'Empire. La grandeur des Romains, la pourpre des Césars n'a point, vous le savez, attiré mes regards. J'aimais, Seigneur, j'aimais. Je voulais être aimé. Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmée. J'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur et vous m'aimez toujours. Votre cœur s'est troublé. J'ai vu couler vos larmes. Bérénice, Seigneur, ne vaut point tant d'alarmes. Je crois depuis 5 ans jusqu'à ce dernier jour vous avoir assuré d'un véritable amour. Ce n'est pas tout. Je veux en ce moment funeste, par un dernier effort couronner tout le reste. Je vivrai. Je suivrai vos ordres absolus. Adieu, Seigneur. Régnez. Je ne vous verrai plus. Prince, après cet adieu, vous jugez bien vous-même que je ne consens pas de quitter ce que j'aime pour aller loin de Rome, écouter d'autres vœux. Vivez et faites-vous un effort généreux. Sur Titus et sur moi, réglez votre conduite. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte. Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers. Adieu. Servons tous trois d'exemple à l'univers de l'amour la plus tendre et la plus malheureuse, dont il puisse garder l'histoire douloureuse. Tout est prêt, on m'attend. Ne suivez point mes pas. Pour la dernière fois. Adieu, Seigneur.